Salam alaikum, merci beaucoup. Merci d'abord et encore, merci pour cette opportunité. C'est vraiment un privilège pour moi. J'espère que je vais mériter cette confiance. Je démarre mon chronomètre pour ne pas dépasser l'heure. Je vais partager mon écran pour vous montrer quelques images de la biodiversité. Alors, est-ce que l'écran est bien partagé? C'est parfait, Maïmouna. C'est parfait. Alors, donc je vais contextualiser un tout petit peu. Je vais dire que nous sommes tous d'accord sur l'origine de cette pandémie, qui a pris d'abord la forme d'une crise sanitaire. C'est bien une zoonose qui est à l'origine de la pandémie du Covid-19. Il faut rappeler ici que l'importance sanitaire des zoonoses ne cesse de croître et environ 75% des maladies humaines émergentes sont zoonotiques. Ça, c'est très important à savoir. Alors, il faudrait aussi, il y a une analyse de la littérature scientifique qui a été réalisée par un professeur d'écologie, Kate Jones, qui a passé au crible 335 maladies émergentes apparues depuis 1940. Elle a identifié parmi elles 84 virus pathogènes résultant de transmission interespèces. Elle confirme aussi que les changements d'écosystème et la perte de la biodiversité sont à l'origine de près d'un tiers de ces épidémies. Dans un rapport de 1800 pages, les experts de la biodiversité affirment que 3000 vertébrés et 40 000 plantes sont des morts en sursis, condamnés à la disparition en raison des dommages causés à leur habitat. Mais ce n'est là que la partie émergée de l'iceberg. Selon ces scientifiques, entre 500 000 et 1 million d'espèces sont en danger, menacées par l'urbanisation, l'élevage intensif, la surpêche, la déforestation, les pesticides et la pollution. Une grande partie de la nature est déjà perdue et ce qui reste continue à décliner. Nous sommes aussi tous d'accord que cette pandémie a mis à nu les fragilités de nos systèmes économiques, nos systèmes de production et surtout nos systèmes de consommation. La pandémie a révélé la précarité de notre espèce et son interdépendance avec la nature qu'elle essaye de mal dominer depuis l'avènement de l'ère industrielle. Mais aussi et surtout, la pandémie a donné une bonne claque à notre ego, nous, Homo sapiens, en nous rappelant les limites de nos capacités et en nous mettant devant nos responsabilités. Et ceci n'est pas du blabla d'écologistes. Ici, je m'adresse aux sceptiques. Voilà, il suffit de répondre à ces deux questions pour comprendre l'évidence, pour se rendre compte à l'évidence. Qui a été pénalisé par le confinement et quels sont les secteurs qui ont été le plus affectés par cette pandémie? Et qui a été le bénéficiaire de ce confinement? C'est le climat, bien sûr. Nous avons réalisé, après ces quelques mois de repos biologique, que nous n'avons pas besoin de 80% des produits que nous consommions, par exemple. Et ça m'amène à parler des leçons à tirer. De l'avis de tout le monde, et je suis d'accord avec cet avis, nous avons là une dernière opportunité de redéfinir un modèle économique plus résilient et plus durable. Pour cela, nous devons tirer des leçons qui posent et retrousser nos manches avec courage, détermination, audace et créativité. Pour définir les objectifs de ces nouvelles stratégies, nous devons tirer donc cette première leçon de ce questionnement. Quels sont les facteurs qui favorisent l'émergence des zoonoses? Et là, vous avez un tableau qui les explique. Vous avez la destruction des écosystèmes marins et terrestres, tels que la déforestation, l'exploitation des fonds marins par le chalutage, le dragage, etc. L'usage des pesticides, des engrais chimiques, d'antibiotiques, ça c'est pour l'élevage et l'agriculture,
l'exploitation de la faune sauvage, des émissions de gaz à effet de serre, ça c'est pour les énergies pas très propres, et une baisse de notre propre immunité. Et là, je vais m'arrêter 1 minute pour donner 2 exemples qui me sont, et le temps me le permet. Alors, 2 exemples qui me font très mal. Je vais donner l'exemple des pots qu'on utilise pour capturer la poulpe. La poulpe, qui est une espèce protégée. Protégée pourquoi? Elle est en voie de disparition parce que en Asie, elle a tellement été mal gérée, tellement à cause de ces pots de poulpe, justement, qui nous ont ramenés les années 90, et nous continuons à être le seul pays qui utilise ces pots de poulpe. Ce sont des pots en plastique noir qui ne sont pas recyclés et que la mer rejette. Et quand je vois des images avec ces pots de poulpe qu'on fabrique en Mauritanie, avec l'estampe Made in Mauritania, et que ça se retrouve sur les plages en Floride, ça se retrouve au Cap-Vert, que ça se retrouve partout, j'ai honte. J'ai honte parce que avant ces pots de poulpe, nous on utilisait, et tout le monde utilisait, des pots en argile pour pêcher ces poulpes. Deuxième chose qui me fait très mal, et ça il faudrait qu'on y réfléchisse, et il y a des solutions à tout cela. La Mauritanie, pour aider le Sénégal à côté, a envoyé ses avions pour pulvériser des insecticides. Ça, il n'y a pas longtemps. Parce qu'il y a des oiseaux granivores qui détruisent les champs de riz. Mais on l'a fait pour chez nous et on l'a fait chez le voisin. Mais il y a des solutions. Il y a des solutions qui ne sont pas pulvérisées, des insecticides qui tuent non seulement les oiseaux, qui tuent toute la biodiversité et qui nous rendent malades. Donc c'est vraiment absurde. Et on l'a fait parce qu'on n'a pas pris la peine de demander aux conservateurs des parcs, par exemple, aux scientifiques, aux experts, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas tuer toute cette biodiversité et nous rendre malades. Il y a des solutions. Il suffit juste de demander, de poser la question. Ce qui me ramène aux solutions et potentielles de la Mauritanie. D'abord, qu'est-ce que nous devrions faire en priorité? D'abord, il faut renforcer la conservation de la biodiversité en Mauritanie. Et ça, c'est une forte réponse à la pandémie, comme les vaccins, au même titre que les vaccins. Nous avons en Mauritanie des écosystèmes d'une richesse exceptionnelle, une biodiversité exceptionnelle, avec des sanctuaires reconnus au niveau mondial pour leurs valeurs universelles uniques, dont la responsabilité de conservation nous revient. Nous avons le parc national du Bandarga, nous avons le parc national du Djawling, nous avons d'autres qui sont moins connus, le Chotboul, le Galberichat, la baie de l'Étoile, le Cap Blanc, et ce ne sont que des exemples. Et on a tellement de... En fait, tout le littoral mauritanien, soit 720 km, plus le plateau continental, soit 32 366 km², avec les hauts-fonds, les vasières, les herbiers, etc., forment une zone à valeur écologique unique, essentielle pour la reproduction de nombreuses espèces de poissons, surtout celles qui n'existent plus ailleurs, d'oiseaux migrateurs et de crustacés qui s'y refugient. Lorsqu'on parle de la mer, on pense souvent à 2 ressources seulement, à la pêche et l'exploitation minière, c'est-à-dire le pétrole, le gaz, ça, ce que plus personne n'utilise en fait. C'est devenu de l'histoire. Or, les secteurs porteurs de l'avenir sont la recherche scientifique, la biomimétique, des écosystèmes qui sont les clés de l'innovation de demain. Et nous avons toutes ces clés avec nous et on ne le savons même pas. Le biomimétisme est un domaine encore énervé, c'est vrai. Son approche est axée non sur l'utilisation des ressources naturelles ou la copie d'éléments naturels, mais plus profondément sur ce que l'on peut apprendre du fonctionnement de la biosphère, de ses réseaux trophiques, de l'évolution et de l'adaptation des espèces et des écosystèmes. Je ne vais pas être très longue sur ça. Je vais zapper tout ceci. C'était juste pour vous dire que conserver la nature peut drainer beaucoup plus d'investissement, beaucoup plus de développement et de progrès que l'exploitation des ressources fossiles qui sont, comme je vous ai dit, de l'histoire ancienne. Alors, deuxième recommandation, nous devons réaliser des audits environnementaux et la loi d'ailleurs déjà le dit, donc je ne fais que voilà, enfoncer une porte ouverte, mais on n'applique pas cette loi. Réaliser des audits environnementaux systématiques pour toutes les activités et toutes les infrastructures qui touchent à l'intégrité de nos ressources naturelles
en vue de leur mise à niveau, et ça sur les meilleurs standards internationaux. C'est d'autant plus malheureux, comme je vous l'ai dit, que déjà la loi le prévoit et que personne ne l'écoute. Sur cette carte-là, vous allez voir la dimension, elle n'est pas actualisée, hein, elle date déjà de 2 ou 3 ans, la dimension de l'exploitation de nos ressources. Vous avez vu partout, on exploite nos ressources. Donc, il faut faire cet audit environnemental. Troisième recommandation, lorsque la relance économique sera faite, nous devons travailler sur des secteurs porteurs dans une démarche de durabilité, vous l'avez tous dit. Et comme tout le monde aussi dit que le tourisme de masse va connaître une baisse, un déclin, il sera remplacé par le tourisme écologique. Et on a tout ce qu'il faut pour ça. On a vraiment tout ce qu'il faut pour ça. Donc, toute la Mauritanie peut s'apprêter à ce nouveau type de tourisme. Il faudrait juste innover, c'est ma recommandation propre, en créant des conditions favorables pour loger chez l'habitant au lieu de construire de nouvelles infrastructures. D'un coup, on va améliorer les conditions de vie des populations locales et créer donc de l'emploi, de la créativité, voilà, des richesses. Et enfin, et vous l'avez tous dit, il faut des économies circulaires. Il faut qu'on développe des économies circulaires. Des circuits alimentaires courts. Et pour cela, je vais avoir 2 recommandations. Le temps me le permet. Vous avez parlé que l'agriculture ne doit pas être confiée uniquement à l'État, que le secteur privé doit s'engager. Il y a une forme d'agriculture urbaine. C'est le citoyen lui-même qui fait son propre potager, qui s'alimente, et ça, c'est à la mode. On peut même, dans un sac de sable, planter ses salades. On peut planter sur son toit, mais on a besoin d'eau. On a besoin d'accès à l'eau. L'eau coûte très cher en Mauritanie. Il faut nous donner accès à l'eau. Et je ne peux pas dépasser sans parler de la palmeraie de Sabra. Les jardins de Sabra, ça a été un investissement pendant des années. Des années. Ces jardins, les laisser mourir tels qu'ils sont, c'est un crime, c'est criminel. On a tous la responsabilité de retravailler sur c'est d'abord de l'agriculture urbaine, c'est en pleine, donc on assure des circuits alimentaires courts, on assure de l'emploi, on assure tout ce qu'on a besoin pour l'instant. Donc, en conclusion, la Mauritanie possède de très grands potentiels, une nature généreuse, des femmes et des hommes compétents. Nous avons une ministre de l'Environnement qui est une experte, qui est top. Vous avez juste besoin, vous les autres ministres, lorsque vous avez un projet, de lui demander son avis. Et vous allez éviter de faire la bêtise que nous sommes en train de faire au port autonome de Nouakchott, qui a été fait sans étude d'impact environnemental et social. Et chaque 10 ans, on est obligé de refaire un nouvel investissement parce que quelques grains de sable qu'on n'avait pas pu prévoir au début venaient reconstituer la dune et les bateaux ne peuvent pas accoster. Ce sera le même problème au port de Tanit, ce sera le même problème au port de Ndiago, qui est une autre catastrophe environnementale. On aurait pu demander aux gens du parc comment construire un port sans détruire 30 années de conservation pour réparer les dégâts du barrage de Diama. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On construit sans consulter, on répare, on passe tout notre temps à investir pour réparer les dégâts. Ensuite, on reconstruit pour réparer pour casser les réparations des dégâts, etc. C'est un cercle vicieux. Il est temps d'en sortir. Vous êtes, alhamdoulilah, compétents. Vous êtes jeunes, vous êtes ambitieux, vous aimez ce pays comme nous tous. S'il vous plaît, prenez le temps de réfléchir, de coordonner entre vous et de parler et de travailler. Merci beaucoup.